est-ce que vous vous souvenez déjà comment vous avez connu mon père, les premières fois, ou la première fois? Je me souviens peut-être pas de la première fois, mais c'était des réunions. Il y avait j'ai rencontré M. Guichard de deux façons, si je puis dire. Je l'ai rencontré à l'Espère, où il militait pour la défense du Périgord noir, et où il était un précurseur. Et je l'ai rencontré en tant que collègue maire. Donc je ne me souviens plus de quelle a été la première rencontre, mais peut-être qu'elles se sont télescopées. Et donc nous avons discuté à l'Espère de la défense du Périgord noir. C'était un premier combat pour le patrimoine, pour les paysages, pour la nature. Donc une certaine antériorité des batailles dans ce domaine-là, puisqu'il a été un des fondateurs de l'Espère. Et puis en tant que riverain de la Vézère, comme moi au Bugue, nous avons participé ensemble à la réalisation du plan Vézère, qui était aussi dans les années 80 la première expérience pour rendre à la Vézère sa pureté, ce qui me paraissait un combat désespéré et qui a réussi, grâce au plan Vézère, et notamment au travail qui a été fait dans des communes riveraines, assainissement, etc., pour rendre la qualité des eaux. C'était un combat qu'on a mené ensemble. Et puis, je l'ai assisté là en témoin, mais enfin, j'ai assisté à sa bagarre pour créer le musée national, évidemment. Enfin, j'ai soutenu comme j'ai pu, mais par des signatures et des pétitions. Alors, l'Espère, juste ça existe toujours ou ça Non, l'Espère a été la première maison dédiée à l'environnement, je crois, une des premières de France, qui était vouée donc à la défense de l'environnement, de la nature et du patrimoine en Périgord noir, dont le siège était à Cireuil, et dont les fondateurs étaient notamment Jean Guichard, Rossillon, Hubert de Comarque, Alain Armagnac, et j'y suis allé dès que j'ai été élu, et nous avons milité pour cette défense de l'identité et de la nature périgourdine. Donc ça, c'est un combat que nous avons mené ensemble, enfin une action en tout cas. Et malheureusement, depuis, l'Espère a disparu. Voilà. Parce que moi, je me souviens quand on s'est installé en 67 aux Aisies, ça sentait très mauvais à cause de l'usine. Voilà. Et donc, il y a eu un formidable plan Vézère grâce au président Biulac, je le reconnais, on n'était pas du même parti, mais je reconnais qu'il a fait ça qui était très positif, et qui était le plan Vézère qui comportait notamment une puissante intervention sur l'usine du Lardin pour que ces rejets soient améliorés ou supprimés, et que les communes riveraines aient des réseaux d'assainissement convenables. Et ça a été évidemment énormément d'argent sur 10 années, puisqu'en même temps il y avait des aménagements des bourgs, et alors c'est là que j'ai fait avec lui, on a fait aux Aisies toute l'esplanade qui va vers la Vézère. C'est le plan Vézère, ça. Et ici, au Bugue, les quais le long de la rivière et l'aménagement du moulin en maison de la culture. Voilà les programmes que nous avons faits ensemble. Et après, la bataille pour le musée national. Et c'est en tant que président du Conseil général à l'époque, j'ai posé la première pierre avec Toubon, avec Jacques Toubon, ministre de la Culture du futur musée. D'accord. Donc, probablement entre 86 et 88. Voilà. Ouais. D'accord. Première cohabitation. D'accord. Puisque Roland Dumas, non, c'était même, Roland Dumas était ministre. Ah non, je confonds avec l'abri de Pateau, oui, vous avez raison. L'abri de Pateau, c'était Roland Dumas, et c'était Toubon, oui, effectivement, cohabitation, 86-88. D'accord. Oui. Alors, il va falloir que Non, excusez-moi encore. C'était pas ça, puisque j'ai été président du Conseil général très brièvement, la droite elle a été 3 ans à un siècle, c'est-à-dire de 92 à 94. Donc c'était en 93 que Toubon est venu, je lui ai fait visiter le château de campagne, je me souviens,
Et on a posé la première pierre, enfin il a posé avec moi la première pierre. Donc c'est 92-93 la première pierre du musée. Ouais. Ça a été très long. Mais ça a été l'aboutissement, d'une bagarre très très longue. Oui. Et avec des difficultés techniques, financières, etc. Oui. Et est-ce que vous avez quoi que ce soit à me raconter sur Campagne à l'époque? Parce que là, c'est pareil, Campagne, ça commence, hein, vraiment. Oui, maintenant, oui. Dire. Et ça a été long, là aussi. Oui. Alors, Campagne, c'est pareil, l'Esper, donc, qui était le point de rencontre des défenseurs de cette vallée, louchait vers le château de Campagne pour en faire un peu le siège de l'Esper, et en tout cas un lieu qui ne soit plus à l'abandon. Et qui était à l'abandon. Quand j'ai été élu conseiller général, j'avais la chance, alors ça c'était en 79, de connaître le chef de cabinet, le directeur de cabinet du ministre de la Culture, qui s'appelait Fraîche, mais pas le même, et Jean-Benoît Fraîche, et qui a eu l'amabilité un jour de passer, en revenant des Landes et en montant à Paris à la fin des vacances, il a passé à Campagne, et je lui avais dit, c'est un château qui appartient à l'État, qu'est-ce que vous comptez en faire? Il était couvert de toiles goudronnées. Et donc, à cette époque, le ministère de la Culture a déclenché un plan de sauvetage, on a refait la toiture, ce qui n'était pas rien, et les charpentes, à l'identique, et tout le couvert, le clos et le couvert, les fenêtres et tout, les boiseries. C'était énorme, et on a sauvé le monument. Mais après, il est resté immobile jusqu'à maintenant. Il est resté pratiquement immobile jusqu'à maintenant. Voilà. Mais c'était un des projets aussi de mise en valeur de la vallée, évidemment. Et alors, vous avez été à Logerie à l'époque, une ou deux fois? Oui. Vous étiez chez mes parents. Oui. D'accord. Et donc vous avez croisé quand même un peu ma mère. J'ai croisé Mme Guichard, et nous avons parce que nous avons organisé, Jean Guichard a attaché beaucoup d'importance, avec Philippe Rossillon, qui était un Périgourdin notoire, pas assez connu, mais dont le fils est propriétaire des châteaux de Castelnau et autres. Philippe Rossillon était secrétaire général de l'Union latine. J'avais travaillé avec lui à Matignon pendant 10 ans. Il avait fait une magnifique exposition de photos, de gravures et de peintures de la préhistoire mondiale. Cette exposition magnifique circulait dans tous les pays latins, parce qu'elle était gérée par l'Union latine. Et à l'époque, aux Ézis, alors l'année je ne m'en souviens plus, voilà, mais aux Ézis, il n'y avait pas de lieu pour accueillir cette immense exposition. Et au but que ça a été difficile, on avait trouvé un immense hangar d'une minoterie qui avait servi pour accueillir cette énorme exposition. Il y avait eu un livre d'or magnifique. Et Jean Guichard s'était puissamment investi. Je l'ai. Vous l'avez? Oui. Ah, oui. Et à Brantôme, c'était dans la grotte, dans la carrière. Oui, je l'ai, ce livre, effectivement. Mon père était un des commissaires. Oui, tout à fait. Oui. Mais il s'était beaucoup enthousiasmé pour ce projet. Oui. Et ça, c'était vers la fin. Ils habitaient déjà à Gonac. Oui, c'est possible. Oui. Mais donc vous avez été à Logerie, alors vous vous souvenez un peu de ma mère, c'était une... Je me souviens de Mme Guichard, c'était des savantes tous les deux, on peut dire. C'était des gens de grande qualité, des gens qui étaient préoccupés par la science, qui étaient préoccupés par l'avenir de la Vézère. Moi j'avais beaucoup de respect pour monsieur et madame, oui, absolument. Oui. Ah oui. Ils étaient particuliers. Hein, oui, mais c'était des fortes personnalités, mais qui étaient tout à fait dépourvus de mesquinerie. C'était pas du tout le genre. C'était des gens qui voyaient loin, quoi. C'était intéressant, oui, de travailler avec eux et de les rencontrer. Oui. Ah oui, mais moi je considérais Jean Guichard comme un maître, comme un maire d'abord, parce qu'il était plus expérimenté que moi, et puis comme un des savants de la préhistoire et un défenseur de la vallée. C'était quand même un élu qui avait une dimension un peu particulière, un peu supérieure, et des préoccupations
un peu original par rapport aux élus habituels du Périgord dont je suis. C'est une commune difficile, les Aisies. Elle a des petits moyens, c'est une petite commune, et elle a des grands projets et de grands problèmes, évidemment, parce que c'est une gestion tout à fait particulière, avec des contraintes très lourdes, bâtiments, protection des sites, etc., avec des peu d'habitants et donc peu de budget. Et des monuments qui ne rapportent que peu d'argent à la commune, puisque ce sont des monuments qui appartiennent à l'État pour la plupart, donc il ne paie pas les recettes qu'un gouffre ou un privé, un site privé. Bien sûr, oui, je comprends. Je me souviens, je suis revenu moi à Matignon pendant la cohabitation, et je me souviens d'un appel de Jean Guichard qui se préoccupait de l'avenir du musée. C'est l'époque où il est parti à peu près, 86-88. Il est parti en 88. Voilà, mais il se préoccupait, je me souviens d'avoir un coup de fil à Matignon, il s'inquiétait pour l'avenir du musée, du projet et de la direction du musée. Ouais. Je me souviens qu'il m'a appelé, quand on a parlé de ça au téléphone, j'étais à Paris. Ouais. Ah, il n'a pas bien vécu son départ, hein. C'était douloureux. Hein. Ça ne s'est pas passé dans les conditions qu'il aurait souhaité, je crois. D'accord. Bon, c'est devenu une usine à gaz incroyable. Il n'y avait que 5 personnes à l'époque. Maintenant, il y a peut-être 30 personnes ou plus. Enfin, si on rajoute le pôle de préhistoire... Et ça, c'est quoi exactement le PIP? Parce que... C'est une bonne question que je vous retourne. Le PIP, quand j'étais président du Conseil général, c'est le professeur Delumlé qui m'a soufflé cette idée. Et c'était pôle international de préhistoire, d'études préhistoriques. C'était une institution d'études et de recherche. Et c'est comme ça que je l'ai fait inscrire au plan État-région de l'époque, avec les premiers crédits. Donc j'ai la preuve que c'est bien moi qui l'ai lancé. Mais après, je vous dis, mon rêve a été très court. Et le PIP, le PIP, est devenu autre chose. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Mais moi, je ne sais pas trop décrire le PIP actuel. Mais moi, dans mon idée, c'était un pôle de recherche qui aurait été la locomotive de la vallée de la Vézère en tirant vers le haut. Et là, je vois qu'on s'oriente quand même vers un accueil touristico-scolaire. Enfin bon, c'est très bien, très sympathique, mais c'était pas l'idée que nous avions eue, nous, au départ. C'est-à-dire, là, on s'oriente plus vers de la vulgarisation du tourisme. Oui, accueil du tourisme, oui. Exposition, etc. Bon, très bien, et en plus, bon, je ne vois pas trop la ligne directrice, c'est vrai, je ne sais pas trop quelle elle est, mais en tout cas, évidemment, bien que l'État soit partie prenante, comme la région et le département, c'est le département qui est la locomotive, là. Et c'est lui qui gère le pôle de préhistoire. Et je trouve que l'État ne s'implique pas assez en donnant la dimension qu'il aurait, lui, c'est-à-dire la recherche et les pouvoirs d'État, quoi. Mais c'était un peu, il me semble, ce qu'avait pensé mon père, pour campagne. Mais oui, exactement. Donc, est-ce que ce centre de recherche aura une existence un jour, et si oui, où? À Campagne? Alors, à Campagne, on s'oriente vers le centre de l'INRAP, la partie État du château de Campagne, c'est-à-dire les écuries. Elles sont d'ailleurs très belles. Ça sera pour l'INRAP, donc pour les chercheurs, en principe. Mais alors, j'espère que ce ne sera pas uniquement les archives ou des magasins ou des dépôts de fouilles, mais qu'il y aura aussi de la vraie recherche. Et le château, c'est le pôle de préhistoire pour des expositions, pour